Bien, madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures, il est déjà 12h38. Et nous allons commencer tout de suite le ZCL du jour. Alors, dans un instant, on va recevoir monsieur Rosemont Sili, bonjour. Bonjour. Il est en charge des activités nautiques du littoral. Mais avant ça, nous allons recevoir un chargé de la culture, mais c'est monsieur Alex Boyau, qui est à Basse-Terre. Et il va nous parler d'un spectacle qui a lieu le 6. Sinon, un peu plus tard, on va recevoir Kimberly Demagny, organisatrice du salon VG Créole qui a lieu ce week-end. Elle sera accompagnée de Gloria Cabé. Et Kimberly Demagny sera avec nous dans un instant. Karine Louisy, ce sera pour la chronique, ce sera en fin d'émission. À tout de suite, on part à Basse-Terre avec monsieur Boyau. Je crois qu'il est déjà en ligne. Oui, bonjour Danick, bonjour. Bonjour Alex. Alors, cette petite fenêtre sur Basse-Terre pour parler d'un spectacle qui aura lieu le 5 à l'auditorium. Absolument, merci Danick. Bonjour bonjour à les auditeurs de toute la Guadeloupe. Effectivement, cette petite fenêtre, comme tu dis, nous permet donc de faire savoir qu'il va y avoir un très beau spectacle samedi 5 à l'auditorium Jérôme Curie. Pièce intitulée Cyclone. Oui. Caillon Cyclone. Alors, c'est quoi Cyclone exactement? Cyclone, c'est en gros quelqu'un qui frappe à la porte. Oui. À la porte de quelqu'un qui lui ouvre la porte. Oui. Et qui se fait passer pour sa soeur et tout, pas de problème. Oui. Et elle laisse entrer cette personne. Et c'est là tout le but de la passer. D'accord. Et voilà. Et là, je ne dirai pas plus, mais en tout cas, en ouvrant la porte, en laissant pénétrer cette personne dans cette pièce, elle ne s'imagine pas que ça va être quelque chose de gigantesque, de dramatique, de tout ce que tu veux. Et j'invite la population à venir dans cette pièce, parce que c'est une dame qui a eu beaucoup de prix, Oui. notamment au niveau des prix qu'elle a pu avoir au ministère de la Culture, de la Nature, quelqu'un qui mérite d'être connu chez nous, c'est une Martiniquaise. C'est vrai, ça fait beaucoup de pièces de ce genre, et qui invite la population à venir voir cette pièce, qui, je le rappelle, qui se passe à l'auditorium, à partir de 21h, samedi 5. D'accord. Bon, de toute façon, on ne va pas tout dire. Donc, le rendez-vous est pris samedi. Les tickets sont déjà en vente, j'imagine? Absolument. C'était déjà en vente en lien sur le mall et sur place aussi. Oui. Je pourrais donc payer sur place si le veut, mais d'ores et déjà, avec le pas, parce que ça va montrer effectivement que c'est une pièce qui est inédite et qui est présentée à Basse-Terre pour la population, la Guadeloupe et particulièrement celle de la Côte-sous-le-Vent. Ok, juste un dernier petit mot, Alex. Oui. Je vois qu'au niveau culturel, ça bouge beaucoup à Basse-Terre quand même. Bon, on essaie de faire bouger, comme tu le sais, tu es de la région, c'est aussi une volonté politique, le UNER, et puis nous pas pousser derrière les élus de cette commission culture et patrimoine, pour nous faire passer, retrouver cette dimension culturelle. Et c'est aussi ça notre mission, et donc on fait, et puis on aura l'occasion de revenir, là par exemple, bientôt aussi fait Cormel, nous allons faire Cormel, comme ça connu à l'époque des frères Simonet. Oui. Nous allons faire vibrer encore la place des pommes. À partir du 20 juillet. Là aussi, je t'invite déjà, on va peut-être nous d'en parler, mais oui, on fait bouger, et puis on fait le tap politiquement, parce que c'est notre mission, c'est celle que nous avons promise à la population. Voilà. Ok, merci. Rendez-vous le 5 pour Cyclone, et j'espère que les gens de Basse-Terre, de la côte, sous le vent et de la région seront présents au spectacle. Il est 12h42, on passe tout de suite à Petit Bourg. Petit Bourg, on va recevoir monsieur Rosemont Sili. Je l'ai dit, il est en charge des activités nautiques de la commune. Et pourquoi on le reçoit? C'est parce que pour la première fois, Petit Bourg va faire une fête de la mer et du littoral. Bonjour, monsieur Sili. Bonjour, monsieur Zandonis. Alors, comment ça va se passer? Tout d'abord, je veux saluer la population de la Guadeloupe et en particulier la population de Petit Bourg. Oui. Bien, en fait, nous profitons de l'arrivée du Traditour le dimanche 6 juillet. Donc, on aura une arrivée et le lundi après-midi, un départ. Donc, comme nous avons inauguré il n'y a pas longtemps le boulevard Robert Ninine, qui se trouve à l'avenue Gori,
Donc, on profite de l'arrivée du Tradito pour faire une animation. Et on s'est dit, pourquoi pas une fête de la mer, parce que nous avons des associations sur le littoral. Oui. Donc, nous avons un bateau. Oui. C'est avec Capesteur qui vient d'arriver là, mais c'est la seule commune qui a un bateau à son effigie. Et j'avoue que je suis un petit peu étonné, mais qu'on fasse la fête de la mer pour un petit bout quand même. Mais pourquoi? Mais Petit Bout, c'est l'un des plus beaux, qui a le plus beau plan d'eau, je dirais même de la Caraïbe. De la Caraïbe? Mais bien sûr. On va pas aller doucement, là. Mais attends. Mais il faut venir un peu. Il faut venir un peu Petit Bout, parce que lorsque vous passez sur la départementale 33, oui. Vous ne pensez pas qu'il y a la mer derrière. Absolument pas. On pense plutôt à la montagne vers nous, on pense à ces côtés-là, à ces aspects-là, mais on ne pense pas à l'aspect maritime, c'est vrai. Ah, mais Petit Bout a l'avantage d'avoir ces deux aspects. Les deux. Vous réveillez le matin, vous regardez à droite, vous voyez la montagne, vous regardez à gauche, vous voyez la mer. Ouais. Donc nous avons une base nautique. Oui. Nous avons inauguré il n'y a pas longtemps le boulevard Méonénine. Mais nous avons le seul port à sec de la Caraïbe, à Petit Bout. Ah bon? Ah si, on vient d'inaugurer le seul port à sec de la Caraïbe. D'accord. Donc si vous avez votre bateau, oui. Vous voulez faire du nettoyer, anti-fouling, ou bien vous voulez parquer votre bateau, vous pouvez une fois l'année, et bien vous venez à Petit Bout. Bon, ben en quel bateau, moi, mais sans problème. Alors, dimanche, donc à partir de quelle heure? Eh bien, dimanche, on va commencer ça depuis 8 heures. Oui. 8 heures parce qu'en fait, on va installer les stands, tout ça, parce que la course même en elle-même, le Tradito, ça va arriver vers 12h30, 12h30, 13h, ça dépend de la mer, ça dépend du vent. Oui. Donc, la course va arriver environ de 12h30, 13h. Oui. Mais la fête, on va commencer ça depuis le matin, oui. Et on va finir ça vers 18h. Qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, on aura un concours de pêche, oui. Dans l'après-midi. Oui. Le matin, il y aura des exposants. On aura plusieurs exposants le matin. Donc, le midi, il y aura la restauration. On aura un concours de la plus belle assiette avec des fruits de mer. Bien sûr. On aura une animation musicale avec Evayana. Et l'après-midi, le concours de pêche. D'accord. Mais pêche à la ligne. Hein? Pêche à la ligne. Pêche à la ligne. D'accord. Et parce qu'il y a plein de pêcheurs à la ligne à Petit Bout. Mais tout le temps. D'accord. Donc, et c'est au kilo, hein. Ah bon, c'est au kilo? Ah oui. Ah ben oui. C'est au kilo. Oui. C'est pas celui qui va prendre le plus gros poisson, hein. C'est celui qui va amener le plus gros tonnage. Oui, le plus gros tonnage. Voilà. Ouais. Donc c'est au kilo. Et puis, il y aura aussi un partenariat avec le Parc national. Oui. Donc, comme Petit Bout, il y a une grande biodiversité à Petit Bout. Tout à fait. Donc, le Parc national va venir nous présenter un peu la biodiversité. Oui. Et on aura aussi des animations, des jeux d'antan, Ikaï Paka. Tout ça, alors? Oui, belote, domino, parce que les gens, la dernière fois qu'on avait inauguré le boulevard, on avait fait un petit domino, mais les gens sont restés juste, depuis le matin, ils sont restés juste à 19-20 heures. Ouais, donc, tournoi domino, tournoi de belote, course en sac, on va faire les jeux d'antan. Bon, ben, le rendez-vous est pris, dimanche? Tout à fait. Oui. Alors, moi, ce que je demande aux petits bourgeois de venir supporter le bateau de la ville Thibault 2. Oui. De venir, parce que nos matelots, ils sont partis ce matin à la Dominique pour la première étape. Oui. Bon, les petits bourgeois n'ont pas pu aller à la Dominique, mais dès demain, ils seront Saintes. Oui. Donc, à partir des Saintes. Oui, commencez porter force là. Ouais. Parce que nous avons un bateau tout neuf. Bien. Il a été baptisé mardi avant son départ pour la Dominique. Qui doit conduire ce bateau? Eh bien, notre patron, c'est Andy Nelson. D'accord. Et lorsqu'il est arrivé, le bateau était 26e. Oui. Et il a déjà mis le bateau dans l'ancien bateau, Ville Thibault 1,
dans les 10 premiers. Donc, moi, ce que je demande dit, c'est de rester dans les 10 premiers. Et s'il peut, de mettre dans les 5. Et s'il peut arriver vainqueur à Petit-Bourg le dimanche 6 juillet. Ça t'est plus belle. Ah, mais ce serait l'apothéose. L'apothéose pour vous. En tout cas, merci d'être venu nous annoncer tout ça. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Hein. Et la fête de la mer et du littoral, premier épisode. Est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y aura désormais chaque année? Mais nous travaillons pour parce que en mars 2026, il y aura des élections. Oui. Donc nous devons rendre des comptes des résultats à la population. Et si nous sommes encore là, donc c'est une fête qui va se pérenniser. Bien, c'est dit. Ben, merci d'être venu nous dire ça. Et le rendez-vous est pris pour les petits bourgeois, mais pas pour seulement, puisque le boulevard, ben, les gens... De toute manière, on attend toute la population de la Guadeloupe à l'avenue Gori, comme ça. Tout le monde saura qu'il y a un joli plan d'eau à l'avenue Gori et ils vont profiter aussi pour voir le port à sec. J'ai noté un meilleur plan d'eau de la Caraïbe. Bon, d'accord. Merci. Merci de venir. 12h49, et bien on va venir à l'actualité. L'actualité, c'est quelque chose de particulier, puisque c'est l'incendie hier soir d'un ancien bureau de l'usine d'Arboussier. C'est un endroit un petit peu symbolique qui était là pour du MAC. Et hier soir, il y a eu un incendie, mais enfin, les pompiers ont, comme on dit, ont fait le maximum pour réduire cet incendie. Il y a un reportage d'Olivier Félix, on regarde. C'était appelé donc, pour un feu. Donc à la rue Raspail, donc on voit bien ici donc l'ancienne usine d'Arboussier, donc pour un feu donc d'origine inconnue, donc arrivé donc sur les lieux, reconnaissance, on a constaté un embrasement généralisé en fait du bâtiment, bien heureusement qui a été éteint assez rapidement par nos agents sur les lieux. Après notre reconnaissance, pas de victimes au niveau de ce bâtiment. On ne sait pas quelle est l'origine, est-ce que c'est accidentel, est-ce que c'est volontaire? Et bien évidemment, si y a un départ de feu, c'est que bien évidemment, il y a eu une cause, surtout pour un bâtiment qui est censé être fermé. Pour cette intervention, nous avons déclenché 21 sapeurs-pompiers, 2 fourgons incendie, un engin, donc une échelle aérienne et des véhicules de commandement. Voilà, j'espère qu'on a pu sauver le maximum. Enfin, il n'y a pas eu de blessés dans cet incendie un petit peu particulier. Hier, à l'aéroport Paul Caraïbe, Maurice Condé, il y a eu un contrôle des passagers. Vous savez que depuis quelque temps, il y a des trafics de drogue qui sont de plus en plus importants en Guadeloupe. La Guadeloupe est une zone de passage, puisque récemment encore, on a capté depuis le début de l'année près de 17 tonnes de cocaïne qui sont passées dans notre pays. Et récemment, il y a eu une saisie encore. Alors, donc, pour éviter que des gens qui vont en France soient ce qu'on appelle des mules, c'est-à-dire des porteurs de cocaïne et le trafic narco, ben, il y a eu un contrôle inopiné. Il y en aura, semble-t-il, régulièrement comme ça, voir un peu ce qui se passe, comment les gens réagissent, mais surtout, comment ça s'est passé. Soline Fèvre, avec sa caméra, était sur place. Cette opération 100% contrôle, ça consiste à contrôler l'ensemble des bagages en soute, l'ensemble des bagages cabine, mais aussi de contrôler l'ensemble des personnes, c'est-à-dire par des palpations. Ces actions qui sont menées à l'aéroport sont aussi menées au grand port maritime, mais aussi dans les ports secondaires et les aéroports secondaires, par la PAF, la gendarmerie, les douanes. Aujourd'hui, on fait ces opérations au sein de l'aéroport. On fait aussi des opérations dans les villes à sécurité renforcée, qui sont notamment Pointe-à-Pitre, le Gosier, les Abîmes, Bémao, mais également le Lamentin et Sainte-Rose. Ces opérations de contrôle sont face au nombre d'homicides qui sont nombreux, mais également au vol à main armée. Actuellement, un vol à main armée avec arme à feu sur 7, il y a déclenchement de tir à feu. C'est pour ça qu'on demande une forte présence sur la voie publique des policiers, des gendarmes. C'est pour ça que j'ai fait une opération à Pointe-à-Pitre il y a 2 jours, que demain je ferai une autre opération avec les gendarmes. Le vol qui est ciblé aujourd'hui, c'est le vol Air France 771. Les passagers sont déportés vers les gares régionales de façon à procéder à leur contrôle. Nous avons ici 2 PIF dédiés, 2 postes inspection filtrage dédiés. Tous les passagers se présentent donc sur ces postes.
Nous avons un effectif de l'unité de sûreté de l'APAF qui est en complément donc, de l'agent de sûreté qui va lui étudier les images RX des bagages de cabine et signaler aux fonctionnaires qui sont en bout de ligne la nécessité ou pas de vérifier le bagage de cabine. Quoi qu'il en soit, donc tous les passagers de ce vol font l'objet d'une palpation. D'accord ? Ça, c'est pour la partie police aux frontières. Et ensuite, les douanes contrôlent tous les bagages de soute, donc en zone sous douane. Aujourd'hui, au sein de l'aéroport, ce sont 15 personnes qui ont été interpellées depuis le début de l'année avec 115 kilos de cocaïne notamment. Ce sont quand même des sommes considérables dans les bagages qui ont pu aussi être ingérés ou transportés par des passagers. Au-delà de ça, il y a des saisies qui se font sur les plages, dans d'autres endroits aussi au port et aussi par les forces armées aux Antilles en haute mer. Comme habituellement dans l'aéroport, on a déposé des affaires et ensuite il y a eu un sac qui a été contrôlé, donc la fouille du sac avec la sortie qui a été très bien contrôlée et ensuite la personne a remis à l'intérieur. Après, il y a eu une étape de palpation. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et les équipes ont l'air accueillantes et aussi très impliquées dans leur travail. Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est important justement qu'il y ait des opérations comme ça de contrôle? Est-ce que vous, en tant que passager, du coup, ça vous met plus en sécurité? Oui, bien sûr. Oui, c'est un gage de sécurité de l'aéroport, bien sûr. Voilà, vous avez bien entendu, 115 kilos de cocaïne qui ont été saisis depuis le début de l'année entre la Guadeloupe et la Martinique. C'est dire que le narcotrafic se développe particulièrement dans notre région, puisque vous savez que de la Colombie ressort cette drogue et qui transite par la Guadeloupe pour aller vers la France. Et souvent, ce sont des Guadeloupéens ou autres qui servent de mules. Deux petits mots rapidement sur la mise en place de la charte Romain Jacob pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. C'est toujours Solène Fèvre en reportage. Nous accueillons en Guadeloupe M. Pascal Jacob, donc père de Romain Jacob, décédé, donc, pour la signature d'une charte qui comporte 12 engagements que des partenaires institutionnels du monde associatif doivent prendre en compte pour faciliter l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. La charte Romain Jacob, aujourd'hui, est dans 23 pays et elle a été signée plus de 3000 fois en France et 7000 fois à l'étranger. C'est 75% des personnes qui vivent avec un handicap qui déclarent être soignées. Il y a 12 ans, ce n'était que 40. Aujourd'hui, c'est 88% des personnes qui déclarent être accompagnées. Il y a 12 ans, ce n'était que 20%. Aujourd'hui, on va aller titiller toutes ces structures qui ont signé pour faire un état des lieux sur quoi ils ont avancé, comment on peut les aider, les accompagner pour travailler tous ensemble. Et donc aujourd'hui, on arrive à 53 comités départementaux déployés au niveau national. Et on est aujourd'hui aussi également présent ici pour essayer d'initier un comité départemental avec qui nous pourrons travailler et mutualiser ce qui se fait en métropole, parce qu'il y a des perles un peu partout cachées et on essaye de les propulser un peu en lumière par rapport à nos comités. Et on est en train de créer sur les sites d'Andidactique des pages internet dédiées par département où chaque département valorise son travail et chacun peut aller s'inspirer les uns des autres. On a une population qui vieillit, on le sait, on devient plus vieux département, auquel cas les personnes qui vont vieillir sans être forcément, qui sont nées avec un handicap, auront des difficultés de mobilité. Donc il faut vraiment se préparer et renforcer, parce que je pense qu'on est déjà sensibilisé, mais il faut renforcer les moyens d'accompagnement sur notre territoire. Et l'objectif de cette charte, c'est vraiment de refaire les partenaires s'engager dans quelque chose de vraiment solide et qui se traduit en actions concrètes. C'est la fin de la première séquence du ZCL News. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Kimberly Demani et Gloria Gab. Et avec ces deux personnes, on va parler d'une manifestation qui aura lieu ce week-end. Très belle manifestation, ce qu'on appelle le VG Créole. Ce sera donc le 6 juillet au Jardin d'eau
Rendez-vous dans un petit moment. Merci d'être encore avec nous et pas parti puisque nous sommes restés là. Voilà, eh bien, il est 13h04 et à 13h04, c'est la deuxième séquence du ZCL. Avant la troisième séquence, on va recevoir Kimberly de Mani. Bonjour. Bonjour. C'est l'organisatrice de ce VG Créole et elle a une invitée parmi la dizaine d'invités, Madame Gloria Kabé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, VG Créole, 4e édition. Exactement. Ouais. Je vois très, très riche. Je vois là toute une série d'invités. Je vois un programme. On aura le temps de faire tout ça. Non, il faut choisir. Dans la vie, il faut choisir. Hein. Ouais, il faudra choisir. Ah oui, il faudra choisir. On ne peut pas tout faire, ouais, c'est vrai. Ça. Masterclass culinaire. Alors, vas-y, explique-nous un peu. Alors, il y a des show cooking, le programme pour les petits mondes, les ateliers, la zone musique, mais je n'avais même pas vu. Ah, c'est nouveau cette année. Ouais. On a une zone pour la musique. Et les conférences, les petits causés, les grands causés. Ah, je vois que tu es débordé là avec le programme. Il faudrait faire ça pendant une semaine. On aimerait bien. Peut-être qu'il sait dans l'avenir. Hein. Ouais. Mais c'est un très très beau programme. Une trentaine de conférences, d'ateliers, d'animation. Oui. Et on n'a pas besoin de payer en supplément. Ça fait partie du coût du billet de l'entrée. Ouais. Et sur plein de thématiques, l'agriculture, l'écologie, le développement durable, le bien-être et l'alimentation végétale. Et il faut venir le ventre vide. Ah si, toujours, vraiment. On mange toute la journée. Il y a sucré, salé, cuisine. Mais avant qu'on arrive là, il faut même ne pas manger la veille. Pas de repas. Voilà. La veille, il faut n'avoir exactement. Pas venir là pour manger. Tu as tout compris. Madame Kabé, merci d'être avec nous. Alors, dites-nous un petit peu pourquoi vous avez fait le voyage. Alors, dans un premier temps, j'ai fait le voyage parce que j'ai reçu l'appel de Kimberly qui m'a gentiment invité à venir participer à cette 4e édition de VG Créole. Il y a aussi, la raison pour laquelle je suis là, c'est aussi parce que ça fait plus de 2 ans qu'on me court après. J'ai enfin répondu à la demande. C'est simplement que les années d'avant, j'ai été occupée avec d'autres programmations. Et enfin, la 3e raison pour laquelle je suis là, c'est tout simplement parce que je suis aussi l'évolution du festival depuis sa création et que... de loin, je peux même dire que je suis fière en fait de voir ce genre de mouvement qui se crée, de voir ce genre d'événements qui rassemblent du monde. Et puis, de mon point de vue à moi personnel, étant une femme noire africaine qui traverse le monde pour travailler et proposer des expériences, je suis toujours contente quand je peux rejoindre et des frères et des sœurs et des communautés avec qui on partage en fait tout simplement le même intérêt. Alors c'est quoi votre spécialité quand même? Alors moi, ma spécialité à moi, c'est les cuisines afro-véganes. Pour en dire un peu plus, on va dire que ça va être retravailler toutes les formes de plats traditionnels qui sont présents dans les cuisines africaines. Et je dis les cuisines africaines parce qu'on englobe le continent africain. Oui. On englobe aussi les diasporas qui sont dans la Caraïbe et aussi en Amérique latine. Alors, si je viens là, qu'est-ce que je vais pouvoir déguster de vous? Alors, dans ce contexte-là, je vais faire en collaboration avec Kidi un atelier show cooking. Oui. Et on a décidé, en fait, de mettre en valeur 3 aliments, nos aliments préférés. Donc, on a le plantain, le manioc et enfin le gombo. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir proposer des déclinaisons de ces ingrédients en dehors des formes sous lesquelles on les connaît de manière les plus répandues. L'idée, c'est pas d'apporter plus de complications, mais plus, en fait, d'informations sur ce qu'on peut faire avec ces produits. Vous faites ça depuis combien d'années? Alors, moi, ça va faire 10 ans maintenant que j'ai changé de carrière. Avant ça, j'étais hôtesse de l'air. Ah bon? Ouais, et c'est pour ça, d'où l'itinérance. C'est pour ça que j'ai me déplacer et voyager. J'ai été hôtesse de l'air pendant 3 ans et puis je me suis rapidement en fait un peu ennuyée parce que c'est un métier très procédurier dans lequel on laisse peu de place à la créativité, à la spontanéité. Et alors je suis partie m'installer au Brésil. Au Brésil, je suis partie m'installer à Salvador da Bahia, qui est la plus grande diaspora noire au monde après le continent africain, c'est-à-dire même plus gros que les Caraïbes réunis. Oui, c'est pas comparable. Et du coup, c'est au Brésil que je suis tombée amoureuse de la cuisine afro-brésilienne, parce que ça me rappelait beaucoup de choses de la maison. Et justement, autour de ces 3 aliments préférés, le plantain, le manioc et le gombo, en fait, c'était de voir comment ils étaient utilisés de d'autres manières, ou bien comment la traditionnalité avait évolué. Et ça, en fait, tout simplement, ça me permettait de nous replacer dans l'histoire.
Et suite à ce voyage, je me suis dit qu'une chose dans laquelle j'aimerais bien évoluer, je pense, c'est la cuisine. Donc, j'ai décidé de rentrer en France. J'ai décidé de ne pas faire de formation. J'ai refusé de retourner à l'école, et surtout à l'école en France. Je me suis dit j'allais tout apprendre moi-même, toute seule, et que j'allais apporter sur cette grande table de la gastronomie française le point afro-vegan. Alors, vous êtes devenu international maintenant. Exactement. Alors, de voyager de pays en pays pour porter un petit peu la cuisine non, c'est même pas afro-caribéenne, afro-vegan. Afro-vegan qui englobe aussi forcément des cuisines afro-caribéennes. Oui. L'idée, en fait, de voyager dans le monde entier. Donc, il y a la partie où j'ai toujours aimé l'itinérant. Mes parents, ils se sont rencontrés en Russie aussi, donc je pense que c'est quelque chose qu'on nous a passé dans les gènes, littéralement. Et après, je pense que c'était aussi pour l'idée de pouvoir apporter des opportunités aux communautés, aux gens à qui ça pouvait parler, et ne pas les laisser attendre que le service existe dans leur coin. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aller travailler au Brésil parce que c'est un pays avec qui j'ai un attachement par rapport à ma propre histoire, mais aussi dans lequel j'ai vu que le véganisme avait des années de retard ou un petit peu différentes par rapport à ce qu'on pouvait connaître en Europe. J'ai décidé de retourner aller travailler dans plusieurs pays africains pour remettre au centre la question du végétal dans les alimentations dans ces pays ouest africains. J'ai décidé d'aller travailler dans des pays tels que le Mexique où on a des variétés de produits qu'on ne retrouve pas forcément partout, qui ont besoin aussi d'être mis en avant et de développer, dans lequel j'avais envie de pouvoir amener cette fusion entre nos cuisines et ces produits. Alors, Kimberly, est-ce que le vegan progresse en Guadeloupe depuis 4 ans? Depuis le salon VG Créole? Oui, en fait, c'est énorme parce qu'au tout début, je me rappelle la première édition, on avait une 50aine d'exposants, puis on a eu 80 exposants, et aujourd'hui, on a 150 exposants avec une liste d'attente. Ça, on dit ceux qu'on n'a pas pu recevoir. C'est ça, il y a une liste d'attente. Donc, en fait, ça montre que le fait d'avoir des initiatives comme ça, on valorise l'économie du végétal. Donc, on valorise les acteurs, et puis en plus, on met un espace où les visiteurs peuvent partir à la rencontre de ces personnes. Ce qu'on aime dire, c'est que oui, on va acheter des produits de qualité, bien manger, etc. Mais on voit à qui on achète et on peut poser des questions. Donc on est vraiment dans un circuit très court et 100% local. Alors il y a quelques années, Kimberly, il y avait ce qu'on appelait en Guadeloupe de l'Aïtal du repas. Alors est-ce qu'il y aura de l'Aïtal? Mais bien sûr, on a l'invité pour ça d'ailleurs. On a fait venir Coralie, qui a du coup cofondé Jaja Paris, qui est vraiment the restaurant Aïtal Rasta de Paris ou même peut-être d'Europe, qui est vraiment incroyable. Même on peut dire qu'ils ont aussi un impact global dans le monde entier où les gens reconnaissent. Moi, je vois des gens avec qui je peux collaborer ou croiser dans d'autres pays, que ce soit New York, le Brésil ou quoi que ce soit, qui connaissent le Jaja et qui reconnaissent le Jaja comme ce restaurant vegan Aïtal à Paris. Alors, là, je vous pose la question, est-ce qu'au Congo, on consomme beaucoup de fruits à pain? Ah, c'est une bonne question, et vous savez quoi? Oui. Ouais, en fait, justement, je crois que... Parce que vous savez qu'en Guadeloupe, maintenant, on est en train de booster le fruit à pain. La semaine dernière, si j'étais arrivé une semaine avant, il y avait la fête du fruit à pain. Ah, c'est vrai? Carrément une fête. Non. Alors, au Congo, le fruit à pain est c'est aussi l'une des racines qui est énormément utilisée. Puis, justement, lorsque vous me posiez la question de est-ce que j'étais déjà venue en Guadeloupe, en fait, ce que j'ai gardé de la Guadeloupe, c'est aussi beaucoup de similitudes avec des choses que je connais. Et c'est toujours tellement agréable. Il y a un côté un peu confortable de se dire, au-delà du fait que on se retrouve dans un espace où les gens nous ressemblent, on se reconnaît. Il y a aussi un partage via la culture de la culinaire. Et ça, c'est pas rien parce que je pense que nos histoires, elles sont toujours très liées, même si on a été énormément divisés. Et une chose, je pense, qui nous rassemblera toujours, ce sera la cuisine et la musique. Alors, je vais vous faire sourire un petit peu. Souvent, j'avais entendu parler de ça. Il y a en Guadeloupe quelque chose qu'on appelle Soupa Congo. Soupa Congo? Oui, la Soupa Congo. Oui, ça s'appelle comme ça. Ah, ne connaissez pas? Non. Mais voilà. Non, vous ne l'avez pas présenté. Avant que je parte. Oui, c'est une soupe avec plein de choses. Je ne suis pas cuisinier, je ne peux pas tout décrire, mais c'est extrêmement bon. Vous voyez, ça c'est nous. Et ça vient de nous. Ça vient de nos ancêtres, parce que vous savez, il y a eu l'esclavage, et puis nos ancêtres n'avaient pas toujours les moyens de tout faire. C'est ça. Mais ils reprenaient tout ce qui restait
que les maîtres leur permettaient, ils faisaient une soupe avec, et ça s'appelle soupe à Congo. Ah, et ben vous savez quoi, je pense que on va goûter ça pendant ces jours ici. Et lors de l'une de mes prochaines résidences, je ferai une dédicace alors. Wow. Et je mettrai ça au menu. Et il y a encore quelque chose qui ressemble sur le bébélé, qui ressemble un petit peu aussi à soupe à Congo. Ok. Oui, c'est encore quelque chose. Il y a beaucoup de traditions culinaires africaines ici, hein, qui sont restées. D'ailleurs, ce midi, Gloria a mangé un migan de fruits à pain végétal. Ah ouais, elle a mangé un migan? Oui, il y a quelques minutes. C'est vraiment, ça va rester, je pense que le migan, ça va rester comme le plat qui m'aura marqué. Je pense qu'on va me demander quel est ton plat préféré, qu'est-ce que tu as mangé. Les premières choses qui vont venir, c'est les bokis, les akras, non, le migan, vous savez. Il faut manger aussi une soupe non pas la soupe à Congo, il faut manger aussi un colombo. Ah, colombo, ça c'est sûr. Après, colombo, c'est marrant parce que ça fait partie des plats aussi que ma mère elle faisait beaucoup à la maison. Ouais. Ah bon? On a grandi sur un colombo si épicé. Qui ressemblait au nôtre? Je pense qu'il ressemblait fortement parce que ma mère est une excellente cuisinière. C'est d'où je tiens cet amour de la cuisine. Et en plus, c'est une de ces personnes qui sait parfaitement reproduire les goûts. Donc, je ne serais pas étonnée qu'elle ait goûté auprès de ses collègues ou de ses amis et qu'elle ait refait à la maison. Et nous, on a grandi là-dessus. La seule chose que je reprocherais, c'est qu'elle a oublié que nous n'étions que de petits-enfants à l'époque. C'était trop épicé. Et que la tolérance du piment ne s'apprend pas aussitôt. Alors, Kimberly, le programme est tellement vaste, on ne pourra jamais tout décrire. Alors, qu'est-ce qu'il faut ne pas rater? Alors, ça dépend qui on est. Parce que, par exemple, on a un programme pour les enfants cette année. On a un programme Timoun. Donc, du coup, on invite les personnes à venir avec leurs enfants. Le Timoun, ça part de quel âge? C'est à partir de 12 ans, mais après, on peut aussi venir un peu plus jeune, etc. Il n'y a pas de problème. Donc, ils vont apprendre, par exemple, à créer des cerfs-volants avec des matériaux de récupération. Il y a des jeux aussi traditionnels. Il y a de l'initiation au gros cas aussi. Il va y avoir des ateliers de tressage avec des feuilles séchées. Donc, il y a plein d'activités pour les enfants et des jeux pour eux tout au long de la journée. Également, la nouveauté cette année, c'est la zone musique. Alors, c'est à quelle heure la zone musique? C'est à midi que ça va démarrer. Il y a même Diana Lopez que vous avez fait venir? Bien sûr, des États-Unis. C'est sa première fois ici. Et ça rigole pas. Hein. Et on a Célia Awa de Guadeloupe. Hein, oui, j'ai vu Célia. Je l'ai reçu souvent ici. Et on a Mawangani qui fait un mélange de... Il appelle ça le méta-belay. Donc vraiment, c'est des musiques électroniques avec le belay traditionnel martiniquais. Voilà, près de la rivière, dans l'air. J'ai pas envie de dire Kimberly, il manque dans sa que de la BD. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute d'elle. Je sais. Je reste à l'écoute. Alors, il y a les super invités. On ne pourra pas tous les dire, mais enfin, bon. Alors, on a reçu Glory. Alors, quel autre invité important? Enfin, bon, tout le monde est important. Bon, tout le monde est important. En local, on a Fabienne Youyut qui sera en duo avec Thierry Tamas. On a aussi le chef Jeff Antus qui sera en duo avec Coralie, dont on parlait tout à l'heure de Djadja Paris. Fabienne Youyut est là, hein, d'accord. Exactement. On a aussi Alice Uvelor qui est une des créatrices sur les réseaux sociaux de recettes véganes d'origine guadeloupéenne. Elle est très populaire dessus. Elle a 3 livres aussi sur la cuisine végane antillaise. Et elle sera en duo avec Charlotte Polyfonte, mangeuse d'herbes. Donc voilà au niveau des invités. Après, je dirais, en fait, dans le programme de conférence, on fait venir beaucoup de chercheurs, de chercheuses. Il n'y a pas d'influenceurs cette année? Ce sont des influenceurs, nos invités, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont la casquette de chef, mais ils influencent aussi sur les réseaux et en dehors des réseaux également. Voilà. Bravo. Non, mais félicitations. Et rendez-vous dimanche. Bien sûr, le 6 juillet, 9h30 à 17h. Alors, tu as dit qu'il y avait quelque chose de particulier pour les gens, pour la voiture, etc. Oui, on vous a écouté cette année parce que je sais que chaque année, on bloque un peu la route. Oui, c'est ça. Donc, on a fait un parking sur place qui n'est pas au Jardin d'eau. C'est à l'Aqua Village, donc c'est collé au Jardin d'eau. Et il y a 1000 places. Donc, en fait, il suffit de taper Aqua Village. Exactement. Donc, on tape sur Google Waze, on s'y rend. Et il y a un petit chemin de 2 minutes, même pas, pour se rendre au Jardin d'eau à pied. Et pour ceux qui avaient aimé le parking relais, donc il y a les parkings relais au rond-point de Montée. Quand même le parking relais. Toujours, parce qu'il y a les gens qui aiment bien aussi venir avec leur bus. Donc il y a le bus qui vient. Comme ça, ils ne conduisent pas, ils galèrent pas à se garer, ils sont dans la clim et tout va bien. Tranquillement. Voilà. Et c'est inclus dans le prix du billet, pas besoin de payer. Boulot, bravo. Bravo, c'est vraiment du bon. Et c'est Madame Collet, vraiment.
chapeau d'être avec nous. Et Kabé, pardon, d'être avec nous. Et profitez pour découvrir la soupe à Congo avant de partir. Je ne quitte pas l'île. Donc je n'ai pas goûté cette soupe. Mais vous allez goûter ça, je suis sûr, vous allez goûter. D'ailleurs, si vous allez quand vous serez sur le village, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui connaît la soupe à Congo. Et qui doit en vendre même. Mais oui, bien. Je vais chercher, je vais faire une petite affiche où est la soupe à Congo. Quand vous partirez chez vous, vous direz, mais en Guadeloupe, on fait soupe à Congo. Ouais, c'est très bien. Voilà, 13h19, on vous remercie, on revient à l'actu. L'actu, c'est l'inauguration hier à Baïf de l'école Gratien Candas. C'est une école depuis quelques années qui devait être refaite, mais finalement la région a aidé. Et Loïs Léhen était sur place, on regarde son reportage. C'est un établissement de 8 classes qui accueille cette année 112 élèves. C'est un bâtiment aux normes sécuritaires, puisqu'on sait que nous sommes dans un territoire à risque et les tremblements de terre n'avertissent pas. Donc ce sera une très bonne chose au niveau de la sécurité. Cette inauguration est importante et d'autant plus importante qu'elle concerne la mise en sécurité des élèves de cette école Gratien Candas qui a bénéficié des moyens de l'État aux côtés des moyens de la région pour le confortement parasismique de cet établissement, de telle sorte à ce que a été mobilisé plus d'1 million d'euros au titre du Fonds vert et du plan séisme Antilles. Je suis content pour la ville de Baïf parce que la ville de Baïf bénéficie d'un équipement flambant neuf, en tout cas, de très bonne qualité, avec un financement de la région, de l'Europe et de l'État. Ce que probablement peut-être que la ville, tout comme les autres, toutes les autres du Grand Sud Caraïbe, aurait du mal à faire par elle-même. Donc c'est une très bonne chose. Et ma présence ici, c'est pour témoigner mon soutien à Marie de mon chapeau pour l'action qu'elle mène sur son territoire. Et puis aussi manifester l'intérêt que j'ai à voir les engagements qui sont déployés sur mon territoire par le président de région, Harry Chalus. C'était très difficile effectivement de construire ce site, surtout qu'il y avait à côté des cours pour les enfants. Mais on a réussi quand même. Je tiens vraiment à féliciter les services de la région, l'entreprise qui a travaillé et aussi les services de la mairie de Baïf qui se sont donnés pour que nous puissions aujourd'hui livrer ce beau bâtiment où les enfants entreront au mois de septembre. C'est plus de 4 millions d'investissements, comme je le disais, sur Baïf. Nous avons tenu nos engagements. Le maire l'a confirmé encore. Une école dans une commune, c'est le lieu de vie de la jeune génération. Qui va nous représenter plus tard, mais c'est surtout aussi un lieu de respect, d'épanouissement, un lieu où s'affirment les vocations et où naissent les talents. Donc aujourd'hui, je dis que c'est une bonne chose pour la commune de Baïf parce que ça rentre carrément dans le plan de rénovation de notre patrimoine bâti, donc le plan école. Donc Baïf n'a que 3 écoles. Donc, on a saisi la balle au mot. C'est une opportunité quand la région nous a proposé, a choisi Baïf dans le cadre du plan de relance REACT-U en disant qu'il reconstruit l'école de Baïf. Aujourd'hui, nos enfants disposent d'un bel outil pour l'éducation des enfants du territoire. Nous sommes fiers en tant que parents d'avoir des enfants aujourd'hui dans un bâtiment sécurisé, un bâtiment neuf. Et on espère qu'à la rentrée, les enfants pourront pleinement prendre possession de cette nouvelle structure. Voilà, fin de la seconde séquence du ZCL News. On vous remercie. On rappelle donc dimanche 6 le VG Créole avec tous ces gens et avec les bonnes choses aussi qu'on attend. Avec plaisir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec nos 2 derniers invités, Caroline et Karine. À tout de suite. h 30 et c'est la dernière séquence du ZCL News. On aura nos 2 chroniqueuses de ce... On est jeudi, de ce jeudi. Karine, bonjour. Bonjour. Qu'on accueille avec plaisir. Et Caroline, qu'on retrouve avec autant de plaisir. Merci. Bonjour, Danick. Voilà. Alors, on commence par Caroline. On commence par Karine. On commence par Karine, puisqu'on va parler du traumatisme ancestral. Mais avant, ce générique, en réglant le son.
Bonjour, je suis Karine Luisy, je suis thérapeute et sophrologue et ma mission est de t'aider à vivre ta meilleure vie. Voilà, aider à vivre ta meilleure vie. Alors Karine, merci d'être là. Alors, déjà, c'est le traumatisme ancestral. Beaucoup de gens, quelquefois, ont des difficultés dans leur quotidien, mais par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelquefois, il y a très longtemps, mais qui demeure, on a l'impression que ça demeure dans le cerveau. Alors, quand on porte un traumatisme ancien, même hérité, par quoi on commence pour essayer de faire la différence? Oui. Mais effectivement, se poser quelques questions. Est-ce que c'est moi qui ai vécu quelque chose? Repérer pourquoi est-ce que... on peut regarder en fait ce qui se passe en fait sur la lignée. Il y a toujours en fait ce qu'on appelle les schémas de répétition. Et en fait, c'est analyser ces échecs en fait. Quand on voit qu'on échoue toujours sur les mêmes choses et que pourtant on met en place des choses différentes et qu'on essaye de s'adapter, voilà, mais je pense qu'à un moment il faut reconnaître que on porte des choses en fait qui ne nous appartiennent pas et c'est ça en fait. Oui. Et c'est difficile à extraire du cerveau, du mindset, comme on dit. C'est pas difficile en fait. Je pense que c'est assez facile. Moi, en tout cas, en consultation, j'ai souvent des gens qui me disent là, franchement, je comprends plus rien. Pourquoi est-ce que toutes les femmes dans ma famille elles finissent célibataires avec en s'étant occupées toutes seules des enfants? Pourquoi est-ce que on meurt systématiquement à tel âge? Voilà, il y a des anniversaires comme ça qu'il faut repérer et puis après prendre son courage un peu à deux mains et puis vouloir faire un travail là-dessus. Alors, je donne un exemple concret volontairement. Imagine une femme, ou un homme, à 14-15 ans, a été violé. Et puis, 20 ans plus tard, c'est encore dans la tête et ça n'a pas l'air de vouloir se partir. Oui, on appelle ça un trouble de stress post-traumatique, c'est-à-dire que des fois, on l'avait évoqué la fois précédente, des fois on vit des choses en fait, mais notre cerveau de jeune, d'enfant, n'a pas les capacités en fait de gérer ça. Ça reste des fois un peu enfoui, pas inconscient, hein. Ça reste dans la mémoire, mais des fois on le met de côté en se disant ok, c'est passé, c'est fini, et puis ça explose en fait un peu plus tard. À un moment où peut-être on est un peu plus mentalement disponible, souvent d'ailleurs à des moments pour les femmes de grossesse, de mariage, voilà, et ben là il y a comme un reboot en fait et les choses arrivent et il faut les gérer. Voilà. Alors comment s'en libérer? Déjà, faut faire, enfin, pour le transformer, pour le travailler, il faut faire un accompagnement, il faut avoir un accompagnement thérapeutique. Il faut repérer quelles sont nos réactions dans telle ou telle situation. Est-ce qu'on a des peurs qui sont permanentes en tout le temps et qu'est-ce qu'on a comme blocage? Et puis après, effectivement, vouloir faire un travail parce que ça va aussi nous soulager, mais aussi casser ce côté traumatisme ancestral en empêchant en fait que ça continue à se répercuter sur nos descendants. D'où la nécessité de voir un thérapeute à ce moment-là. Ouais. Alors, parfois, c'est difficile d'avancer quand une blessure ne vient même pas de nous-mêmes, ça vient d'autre part. Oui, on peut déceler ça en fait comme si des fois c'est des secrets de famille qui, avec de la honte, de la culpabilité, ça peut être quelque chose que quelqu'un dans notre lignée a subi en étant une victime. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait quelque chose en fait et du coup on met ça de côté. Ça reste dans les histoires en fait qu'on se raconte en famille, des fois avec un peu de légèreté, mais qui sont quand même des faits avérés. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un projet spécial. On va afficher le support, d'ailleurs, on le demande. Super. Qu'on va dire. Alors, la thérapie ancestrale, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai décidé, en fait, parce que j'ai pas mal de questions autour de ça, de proposer un événement unique en Guadeloupe,
avec l'intervention en fait d'une spécialiste qui est thérapeute ancestrale. Oui. Donc, on va sélectionner, j'ai commencé en ce moment de recevoir des gens, 10 personnes, et on va leur permettre justement de mettre des mots, de faire du lien et quelque part de se débarrasser de cet héritage émotionnel familial. Oui. Voilà. Donc, ça se fera sur un week-end. Ah, sur un week-end. Oui, sur un week-end, donc 2 jours, bien plein, bien chargé, sur lequel ils vont travailler. C'est ce week-end même ou... Non, ça sera au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Ça sera au mois d'octobre. Oui. Et voilà, je suis en train de préparer tout ça avec la thérapeute canadienne, en fait. On aura l'occasion de la recevoir avec vous. Bah, ça serait sympa, oui, c'est une très bonne idée. Oui, je vais me mettre en... je vais me mettre en mouvement pour ça. Oui, c'est pas mal pour qu'elle vienne un petit peu expliquer ça. Et puis, c'est vrai que, bon, ça va rester... On a fait en sorte, en tout cas, on fait en sorte que ça soit très accessible. Il y a quand même une sélection parce que on peut pas prendre tout le monde. Voilà, sûr. Donc on va faire attention à ne pas mettre les gens d'une même famille pour qu'il y ait aussi une garantie en fait de confidentialité, on va dire. Et puis à côté de ça, donc moi j'ai mis en place en fait une promotion entre guillemets en ce moment où je propose en fait moins 10% sur 5 séances. Voilà, donc ça permet vraiment que les gens puissent venir et bénéficier en fait de cet accompagnement-là qui est effectivement très spécifique. Alors, juste une petite question avant de se quitter. Pourquoi thérapie ancestrale? Quand on dit ancestrale, ça remonte à quoi? À des siècles ou bien à des années? Alors, pour avoir à des comment ça s'appelle? À des générations. Oui, à des générations. C'est... moi, elle, plutôt, elle m'a dit qu'elle remontait jusqu'à 7 générations. Ah, quand même. Voilà. Donc, il devrait y avoir un peu de boulot. 7 générations, ça fait beaucoup, hein. Pour nous voilà. C'est pour ça que c'est pas moi qui le fais. Moi, je m'arrête à la génération actuelle. Oui, bien sûr, je comprends ça. Donc, j'ai choisi quelqu'un, en fait, qui est très bien. Et du coup, voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit bénéfique. D'accord. Et en attendant, on peut commencer un petit exercice à la maison? Oui, justement, quand on est conscient qu'il y a des choses en fait qu'on ne porte pas, mais qui restent un fardeau, c'est essayer de mettre en place une possibilité de rendre en fait à cet ancêtre sa part dans cette histoire. Donc, c'est pas compliqué. C'est simplement, par exemple, de se poser un moment, de se dire... Bon, je reconnais que là, je suis bloqué. Là, je comprends pas pourquoi telle chose m'arrive. Un tel, je pense que ça t'appartient. Ben, je te le remets et moi, je continue ma route. D'accord. Ben, merci Karine pour tout ça. Je vous en prie. Et pour octobre, ben, on va, comme on dit, on va save the date. On va sauver la date, préserver la date et on y reviendra avec la spécialiste. Comment s'appelle cette dame? Alors, j'ai déjà oublié. Elle a un nom très facile pourtant. Je ne sais plus. Bon, on y reviendra. Je suis désolée, parce qu'en plus, elle va me regarder. Oui. Mais... non, pas du tout. On y reviendra de toute manière. Je cherche. À la rentrée en septembre. Voilà, il est 13h39, deuxième chronique, et qui ressemble un petit peu, enfin, qui complète un peu ce qui a été dit, sauf que là, il s'agit de rompre une relation et en étant apaisé, générique. Bien, alors on passe de Karine à Caroline. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le problème de la rupture de la relation, il y a une méthodologie maintenant?
Oui, en fait, je vais livrer mes dessins au grand public ce soir à la salle Tarère à Pointe-à-Pitre. Oui. Le fil conducteur, le fil rouge des 20 histoires du livre, en fait, je les ai modélisées, de l'art de la paix. Oui. Je les ai modélisées et je vais donc expliquer mon modèle d'analyse ce soir à la salle Tarère de 18h à 20h. D'accord. Alors, qu'est-ce que les gens vont apprendre globalement, sans entrer dans tout le détail, mais enfin... L'idée, c'est que l'émotion, elle est dynamique. L'émotion ne peut pas être figée par des mots. Oui. Et en fait, quand on associe une émotion à une forme, la forme peut se transformer. Donc, on a une grille de lecture, un espèce de fil conducteur, un peu comme une boussole sur un bateau. On a une direction grâce au dessin, même si la situation évolue tellement vite qu'une fois qu'on l'a nommé, on est déjà passé à autre chose. Du coup, on perd un peu les pédales. Et puis, bon, on a du mal à tenir son manche, quoi, sa barre, son gouvernail. Donc, l'idée, c'est d'associer l'émotion à une forme pour la regarder se transformer. Et quand on change de système, pouvoir s'adapter avec justesse et toujours garder le contrôle des choses. Oui. Et donc, se sortir d'un conflit sans se perdre, en fait, c'est ça? Oui, c'est une boussole qui permet de s'orienter entre le bien et le mal. Alors, c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme? Ah bah oui, c'est intergenre. Oui, c'est intergenre, d'accord. Intergenre. Et la méthode, en gros, sans entrer dans le détail, c'est quoi? Alors, j'ai identifié que on est tous dans notre pulsion animale, on a tous une capacité à détruire. Oui. Et c'est assez tabou dans notre société, on a du mal à l'aborder de manière frontale. Et moi, j'ai décidé de lui mettre des formes à cette pulsion de mort, en fait, qui nous anime. Tout comme on a une pulsion de vie, on a aussi une pulsion de mort qui est complètement antinomique. Et l'idée de plonger dans cette pulsion de mort, on va découvrir pendant la conférence que le mal a deux visages. Et si on se trompe... Le mal sans E, quand même. Hein. C'est ça. Merci. Le mal sans E a deux visages. Et si on se trompe de visage, on est en danger, grave. Donc, je me dis, mais c'est tellement simple, une fois qu'on a compris les deux systèmes qui coexistent, c'est tellement simple de s'adapter, de se mettre en sécurité, j'ai envie de le partager avec le grand public. D'accord. Donc, le rendez-vous, c'est ce soir. C'est ce soir à 18h. Après, il y aura une autre conférence à Basse-Terre et au Moule. On n'a pas encore les dates. Non, ce sera... En tout cas, je vais finir mon tour de la Guadeloupe. Mon tour de la Guadeloupe au mois de décembre. D'accord, bien. J'ai retrouvé le nom. Vas-y. Suzanne Woods. W-O-O-D-S. Elle a un site internet qui est très bien expliqué. Donc, on avait en octobre, de toute manière. Voilà. Bon, on te remercie en tout cas. C'était la deuxième séquence de cette saison. Puis on te retrouvera avec plaisir. Et Caroline, on te retrouve en septembre, oui. En septembre, oui. Déjà, on te retrouve ce soir. Ce soir et en septembre. Et en septembre. Ouais. Voilà. Merci. 13h43. Dernier sujet, c'est la remise du prix de Femme Châtaigne. Qu'est-ce que c'est Femme Châtaigne? Vous allez l'apprendre tout de suite avec ce reportage. On regarde. Le concours Femme Châtaigne, c'est un concours d'écriture de nouvelles qui a été organisé par le Conseil départemental de la Guadeloupe et qui a été lancé lors de la Semaine des droits de la femme en mars dernier. Donc, c'est un concours où des femmes devaient justement rédiger une nouvelle où elles racontaient leur parcours. Nous avons reçu plus d'une vingtaine de nouvelles qui ont été transmises, qui ont été lues et transmises à un jury. Donc là, nous sommes dans la cérémonie de remise. Je tiens vraiment à remercier toutes les participantes parce que chaque nouvelle est vraiment intéressante et retraçait un parcours qui est un exemple qui replace la femme au centre de la société guadeloupéenne en tant que pilier dans différents domaines. C'est vrai que c'était très difficile de départager. Donc, en première lecture, on constate qu'effectivement, on a le thème qui est bien présent, cette douleur des femmes et cette résilience, cette reconstruction, la bataille de nombre de femmes. Donc, très difficile et de sujets très sensibles qui ont été abordés de plusieurs façons. Et c'est vrai que la notion de nouvelle c'est un peu ce qu'on peut regretter, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'histoires, pas assez de nouvelles. Il y a une nuance, en tout cas, en matière de qualité. Et c'est vrai que la gagnante, elle a vraiment su faire la différence et nous offrir une nouvelle qui répondait à tous les critères. Donc, avec une belle qualité d'écriture. Mais d'une manière générale, on avait beaucoup de qualité et c'est vrai que c'était très difficile de départager. Après, effectivement, il fallait faire un classement, donc on a su le faire. Depuis quelque temps, je suis passionnée par l'histoire des sorcières.
En tant qu'enseignante, je vais même travailler avec mes élèves pour pouvoir casser un peu le mythe de la méchante sorcière avec le nez crochu, les cheveux gris. Et du coup, j'ai eu envie de continuer à embellir l'image de la sorcière à travers cette femme châtaigne, cette femme debout qui s'accepte comme telle qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités et tout justement les défauts qu'on a tendance à reprocher à la femme. J'ai voulu les mettre en avant et je suis très fière qu'on ait lu à travers le message que j'ai voulu partager avec vous dans la nouvelle. Voilà, ben, les femmes châtaignes, on connaissait, ben, voilà, ça devient une nouvelle. Voilà, ben, il est 13h45, c'est la fin du Z. Aujourd'hui, on a commencé avec l'incendie de Darmoussi, que tout le monde a vu, mais on va parler d'abord des invités. Alors, nos invités, on a eu M. Rosemont Sylvie. Pourquoi? Parce qu'il y a une journée du littoral, une fête du littoral qui se fait à Petit-Bourg. C'est lié au Traditou. Ce sera dimanche 6 juillet au boulevard Mernini, et de 9h à 19h avec plein de choses. Ensuite, on a reçu Kimberly Dimani et Gloria Kabé. Pourquoi? Parce qu'il y a le verger créole. Le verger créole, alors qu'est-ce que c'est? On peut dire aussi c'est un salon pour les gens qui sont véganes, comme Caroline. Je m'avance. Bon, bref, avec plein d'invités, plein de bonnes choses. Vraiment, c'est la 4e édition de ce salon et chaque fois, c'est un vrai succès parce qu'il y a beaucoup de choses et ça vous écarte un petit peu des McDo et des autres choses de ce goût-là. Et ça prouve que finalement, ça progresse puisque de plus en plus de gens sont véganes en Guadeloupe. Et c'est une bonne chose pour la santé, et pour les jeunes aussi. Et on a reçu Karine Louisy pour la thérapie ancestrale. Elle nous a annoncé ça. Bon, ce sera pour le mois d'octobre et on attend ça avec impatience. Recevoir l'invité. Et le rendez-vous de ce soir à 18h à Georges Tarrer. Et c'est l'art de la paix, rompre une relation. Ça s'apprend. Et ça doit se faire sans trop de difficultés. Sinon, l'actualité, ça a été l'incendie de Darmoussi, on en a parlé. Le contrôle 100% des passagers à l'aéroport. Vous savez qu'il y a de plus en plus de narcotrafiquants qui rôdent dans les parages. Il y a 115 tonnes, 115 kilos de cocaïne qui ont été saisis entre la Guadeloupe et la Martinique depuis le début de l'année. Ça prouve que vraiment, on est devenu un hub pour ce trafic-là. On a parlé de la mise en place aussi de la charte Romain Jacob pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap. C'est la semaine d'ailleurs de personnes en situation de handicap et puis on est à la Baïf pour l'inauguration de l'école Gratien-Candace. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie et puis on se retrouve demain. Demain, c'est le BMG, le boucantage médiatique avec nos confrères journalistes. On sera content de les accueillir et de faire avec eux un bilan de la saison. Voilà, au revoir mesdames, à ce soir et à très bientôt. Oui.